La peur n'est pas une émotion, c'est une architecture. Un système d'ingénierie psychologique aussi ancien que la guerre elle-même, aussi raffiné que toute science moderne, aussi efficace qu'il a survécu à des millénaires sans avoir besoin de manuels écrits ou de congrès académiques. Les guerriers qui capturaient des femmes sur les champs de bataille de l'histoire n'étaient pas simplement des brutes violentes exerçant un pouvoir physique. Ils étaient, sans le savoir, des psychologues pratiques qui comprenaient quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Le véritable contrôle ne s'exerce pas sur le corps, mais sur l'esprit. Et la clé maîtresse de cet esprit est la peur. Pas la terreur momentanée provoquée par un cri ou une fuite, mais la peur profonde, méthodique, installée chirurgicalement dans les couches les plus primitives du cerveau jusqu'à devenir la seule réalité que la victime peut percevoir. L'histoire de la guerre est aussi celle de la captivité féminine. Depuis les conquêtes assyriennes jusqu'aux incursions vikings, des croisades médiévales aux conflits contemporains en Afrique et au Moyen-Orient, le schéma se répète avec une cohérence qui transcende culture, religion et époque. Les femmes capturées n'étaient pas simplement du butin de guerre au sens matériel. Elles étaient des projets psychologiques, des laboratoires vivants où les guerriers, génération après génération, perfectionnaient les techniques de domination mentale. Et ils le faisaient avec une compréhension instinctive de principes que la psychologie moderne a à peine commencé à nommer au XXe siècle. Conditionnement opérant, traumatisme complexe, dissociation, impuissance apprise, syndrome de stress post-traumatique. Le premier instrument dans cet arsenal psychologique était la capture elle-même. Le moment de l'enlèvement n'était pas un simple déplacement physique d'un endroit à un autre. C'était un rituel d'anéantissement ontologique. La femme était arrachée violemment de tout contexte connu. Son foyer, sa famille, sa langue, son nom, son rôle social, tout ce qui constituait les piliers de son identité. Cet exil n'était ni accidentel, ni simplement pratique. C'était le premier coup délibéré contre la structure psychologique de la victime. Les guerriers comprenaient, même s'ils ne disposaient pas du vocabulaire pour l'exprimer, qu'une personne sans ancrage, sans continuité narrative, sans cadre de références familiaux, est une personne dont la résistance psychologique est déjà compromise avant que toute autre forme de coercition ne commence. Le voyage vers le territoire ennemi amplifiait ce processus. Il pouvait durer des jours, des semaines, des mois. Pendant ce transit, la captive expérimentait une désintégration progressive de son sens du moi. Chaque kilomètre l'éloignait davantage de la personne qu'elle avait été. Chaque nuit sous des étoiles étrangères érodait un peu plus sa connexion avec sa vie antérieure. Les guerriers n'alimentaient pas régulièrement leurs captives. Ils ne leur permettaient pas de dormir selon des cycles prévisibles. Ils ne leur permettaient pas de communiquer entre elles dans leur langue natale. Cette privation systématique n'était pas une cruauté aléatoire. C'était la deuxième étape dans la construction d'une nouvelle architecture mentale, la déstabilisation totale du système nerveux. Le cerveau humain est une machine de prédiction. Sa fonction principale est d'anticiper l'avenir immédiat en se basant sur des schémas du passé. Quand vous mangez, quand vous dormez, quels comportements génèrent de la sécurité, quelles actions provoquent du danger, tout cela, le cerveau le cartographie et l'utilise pour naviguer dans le monde. Mais lorsque tous les schémas deviennent imprévisibles, lorsqu'il n'y a pas de corrélation entre comportement et résultat, lorsque la nourriture arrive ou non sans raison discernable, lorsque la punition tombe ou non sans logique apparente, le cerveau entre dans un état d'hypervigilance chaotique. Cet état n'est pas soutenable. Le système nerveux, surchargé et sans capacité de prédire, commence à s'effondrer. Et dans cet effondrement, dans cette reddition de la fonction prédictive, s'ouvre un espace psychologique que le captateur peut occuper et restructurer à volonté. Les guerriers le savaient. Ils observaient ce moment précis où le regard de la captive changeait, passant de la peur active et de la résistance physique à quelque chose de plus profond et de plus utile. La résignation vigilante. Ce n'était pas la résignation de la défaite totale, qui est également inutile pour l'assaillant, car une personne complètement vaincue manque de valeur. C'était la résignation de celui qui a accepté que sa survie dépend entièrement de décrypter et satisfaire les désirs imprévisibles de son captor. C'est à ce moment précis, dans cette phase liminale entre la résistance et la destruction totale, que le véritable contrôle psychologique peut commencer. L'arrivée à la destination finale, qu'il s'agisse d'un camp militaire,
d'une ville conquise ou de la terre natale du guerrier, marquait le début de la troisième phase, la domestication par la terreur calibrée. Cela nécessitait une sophistication psychologique plus grande qu'il n'y paraît. La terreur extrême et constante est contre-productive. Une personne en panique permanente est imprévisible, potentiellement violente même contre son propre intérêt de survie, incapable d'accomplir les fonctions que l'oppresseur doit lui faire réaliser. L'art consistait à calibrer la peur, à la maintenir juste au niveau optimal où elle paralysait la résistance sans détruire la fonctionnalité. Les méthodes pour atteindre cet équilibre variaient dans leurs détails superficiels, mais partageaient une structure profonde identique. La violence physique était appliquée, mais de manière sélective et symbolique. Une captive pouvait être frappée sauvagement pendant que les autres regardaient, sans qu'elle ait commis aucune transgression évidente. Le message implicite était clair. La punition n'a pas besoin de raison, elle peut tomber à tout moment. Votre comportement parfait ne garantit pas votre sécurité. Mais ensuite, cette même captive pouvait recevoir une petite bonté, un pansement pour ses blessures, une portion supplémentaire de nourriture. Cette alternance imprévisible entre cruauté et miséricorde n'était pas contradictoire. C'était le cœur même du système de contrôle. La psychologie moderne a un nom pour ce schéma, le renforcement intermittent. C'est le principe derrière les addictions les plus puissantes, du jeu aux relations abusives. Lorsque la récompense est prévisible, le cerveau s'adapte et la récompense perd de son pouvoir. Lorsque la récompense est totalement absente, le cerveau apprend à ne rien attendre et se déconnecte. Mais lorsque la récompense est intermittente et imprévisible, le cerveau reste dans un état constant d'anticipation, d'espoir, de recherche du schéma qui pourrait faire arriver la prochaine récompense. Les guerriers, sans jamais avoir entendu parler de B.F. Skinner ou du conditionnement opérant, appliquaient ces principes avec une précision instinctive. Le résultat était une forme particulière de lien psychologique. La captive commença à percevoir son ravisseur non pas comme un ennemi absolu, mais comme une force ambivalente, capable à la fois d'infliger de la souffrance et de l'atténuer. Lorsque le ravisseur s'abstenait de violence, lorsqu'il offrait un mot qui n'était pas un cri, lorsqu'il permettait un moment de repos, ces gestes n'étaient pas perçus comme le minimum décent, mais comme des actes de générosité. Le cadre de référence de la captive avait été complètement reconfiguré. Elle ne mesurait plus sa situation par rapport à sa vie antérieure de liberté, mais par rapport à la douleur la plus atroce que son ravisseur pouvait infliger. Tout ce qui était meilleur que ce pire scénario était perçu comme une victoire, comme un cadeau, comme quelque chose pour lequel elle pouvait ressentir de la gratitude. Cette gratitude toxique est l'un des phénomènes psychologiques les plus perturbateurs et les plus courants dans des situations de captivité extrême. Ce n'est ni irrationnel ni pathologique dans le contexte dans lequel elle apparaît. C'est une adaptation parfaitement logique à un environnement où la seule source possible de soulagement est la même source de souffrance. Le cerveau, dans son désespoir de trouver une stratégie de survie, s'attache à toute preuve que le comportement peut influencer le résultat. Si se comporter d'une certaine manière entraîne occasionnellement moins de douleur, alors ce comportement est renforcé. Si montrer de la soumission génère parfois quelque chose qui ressemble à de la bonté, alors la soumission devient la stratégie par défaut. Ce n'est pas que la captive aime son ravisseur, c'est que son cerveau a correctement cartographié que la coopération est la seule voie viable vers la survie. Les guerriers exploitaient ce processus par ce que l'on pourrait appeler la construction d'une hiérarchie de privilèges. Dans un groupe de captives, certaines recevaient un traitement légèrement meilleur que d'autres. Cette différenciation n'était pas aléatoire. Celles qui montraient une soumission plus complète, celles qui anticipaient les désirs de leur captor, celles qui supprimaient tout signe de résistance, recevaient des récompenses modestes. Une meilleure nourriture, moins de travail physique, une protection contre les abus des autres guerriers. Le message pour toutes les captives était clair. Ta position dans cette hiérarchie de la souffrance dépend entièrement de ton obéissance. Tu peux choisir d'être celle qui reçoit le pire traitement ou tu peux rivaliser pour le privilège de recevoir un traitement moins horrible. Cette structure générait quelque chose de sournois, une compétition entre les captives elles-mêmes. Au lieu de solidarité contre l'oppresseur commun, surgissait une rivalité pour les miettes de faveur que l'oppresseur distribuait. Les captives commençaient à se saboter mutuellement, à rapporter de petites transgressions des autres aux guerriers, à chercher n'importe quel avantage minuscule dans une économie de la souffrance
où la ressource la plus précieuse était l'attention relativement bienveillante du ravisseur. Les guerriers n'avaient pas besoin de surveiller constamment chaque captive. Les captives se surveillaient mutuellement, internalisant et appliquant les règles de leur propre oppression plus efficacement que n'importe quel garde extérieur ne pourrait le faire. Ce système se renforçait lui-même par un autre mécanisme psychologique fondamental, la dissonance cognitive. Chaque acte de soumission volontaire, chaque moment où la captive coopérait activement avec sa propre captivité, créait une tension psychologique. L'image d'elle-même en tant que personne digne, comme quelqu'un qui ne se rendrait pas sans lutter, entravait avec la réalité de son comportement. Cette tension est insupportable pour l'esprit humain. Et la manière la plus courante de la résoudre n'est pas de changer le comportement, car le comportement est dicté par les besoins de survie. La façon de la résoudre est de changer la narration interne. La captive commençait à réinterpréter sa situation. Peut-être que son ravisseur n'était pas si méchant. Peut-être qu'elle avait trouvé une façon de prospérer dans ces circonstances. Peut-être que cette vie, bien que limitée, avait ses propres formes de sens. Peut-être que la liberté qu'elle avait perdue n'était pas aussi précieuse qu'elle le pensait. Ces rationalisations n'étaient pas des signes de faiblesse mentale. Ce étaient des mécanismes de défense psychologique qui permettaient à la personne de maintenir un certain sens de l'action et de la dignité dans une situation où les deux avaient été systématiquement détruits. Mais l'effet était que la captive devenait complice de sa propre prison, défendant intérieurement le système qui l'opprimait. Les guerriers les plus sophistiqués allaient plus loin. Ils ne se contentaient pas de dominer, ils offraient une identité. Une femme capturée avait perdu tout ce qui la définissait dans sa vie précédente. Son nom, sa famille, son rôle social, tout avait été arraché. Dans ce vide identitaire, le ravisseur pouvait instaurer une nouvelle narration. Maintenant, tu es ma femme. Maintenant, tu es la mère de mes enfants. Maintenant, tu appartiens à cette tribu, à cette maison, à ce guerrier. Ce n'était pas simplement une affirmation de propriété. C'était une offre d'un lieu dans une structure sociale, d'un but, d'une façon d'exister dans le monde. Et pour une personne qui a été réduite à rien, même une identité imposée peut sembler être une salvation. Les enfants jouaient un rôle crucial dans ce processus de reconfiguration identitaire. Lorsqu'une captive donnait naissance aux enfants de son ravisseur, l'équation psychologique se compliquait de façon exponentielle. Désormais, ce n'était plus seulement sa propre survie qui était en jeu, mais aussi celle de ses enfants. Ces enfants étaient à la fois la preuve physique de sa violation et sa raison la plus forte de vivre. L'amour maternel, l'une des forces psychologiques les plus intenses qui existent, devenait une autre chaîne. Toute pensée d'évasion ou de résistance devait désormais être calculée en fonction du risque pour les enfants. Et avec le temps, ces enfants devenaient des ponts entre la captive et la société de leur ravisseur. Ils parlaient la langue du père, adoptaient les coutumes de la tribu du père, s'identifiaient au groupe du père. La mère, par amour pour ses enfants, devait trouver des moyens de fonctionner dans ce monde, de faire la paix avec lui, de transmettre à ses enfants les compétences dont ils auraient besoin pour y survivre. Des générations plus tard, les descendants de ces captives originales ne savaient souvent pas que leurs ancêtres avaient été capturés. L'histoire était réécrite, adoucie, romancée. La captive devenait l'épouse venue de terres lointaines. L'enlèvement se transformait en mariage. La viol systématique était racontée comme une cour. Cette amnésie historique n'était pas accidentelle. Elle faisait partie du même système de contrôle, opérant désormais à un niveau culturel. Une société construite sur la violence sexuelle systématique ne peut reconnaître cette fondation sans déstabiliser sa propre légitimité. Alors, l'histoire est racontée autrement, et chaque génération hérite non seulement des gènes, mais aussi des récits reconstruits qui dissimulent les vérités inconfortables de leur origine. Mais le modèle sous-jacent demeure, transmis non génétiquement, mais culturellement. Les structures de domination masculine qui ont été établies initialement par la violence explicite se maintiennent aujourd'hui par des normes sociales intériorisées. Les femmes dans ces sociétés sont souvent les gardiennes les plus zélées des mêmes traditions qui ont été initialement imposées à leurs ancêtres par la force. Ce n'est pas paradoxal. C'est l'expression parfaite d'un contrôle psychologique réussi. Lorsque l'opprimé devient le gardien de sa propre oppression, lorsque les chaînes externes ne sont plus nécessaires parce que les chaînes internes le sont déjà. Ce phénomène n'est pas simplement historique. Les conflits armés contemporains révèlent que les mêmes schémas continuent de se répéter. En Bosnie, au Rwanda, en Syrie,
Au Myanmar, dans d'innombrables zones de guerre où l'attention internationale ne parvient pas, les femmes continuent d'être capturées, continuent d'être soumises aux mêmes protocoles de domination psychologique qui ont été appliqués pendant des millénaires. Les auteurs n'ont pas lu de manuel de psychologie. Ils n'ont pas besoin de le faire. Ces techniques se transmettent de guerrier à guerrier, de génération en génération, affinées par l'expérience pratique, perfectionnées par leur efficacité éprouvée. Ce qui rend ces schémas particulièrement efficaces, c'est qu'ils exploitent des caractéristiques adaptatives du cerveau humain. La capacité de former des liens sociaux, même avec ceux qui nous nuisent, a évolué parce que dans l'environnement ancestral humain, l'ostracisme social équivalait à la mort. Il est préférable d'être connecté, même avec un groupe dangereux, que d'être complètement seul. La capacité de dissocier nos expériences traumatiques, de séparer mentalement ce qui nous arrive de notre sens de soi, a évolué comme un mécanisme de survie permettant à une personne de continuer à fonctionner lors d'événements qui seraient autrement psychologiquement insupportables. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à l'expérience, a évolué pour nous permettre de nous adapter à de nouveaux environnements. Toutes ces capacités adaptatives deviennent des vulnérabilités entre les mains de ceux qui savent comment les exploiter. Les guerriers comprenaient, à un niveau pratique, quelque chose que la neuroscience moderne commence à cartographier avec précision. Le trauma extrême réorganise physiquement le cerveau. L'hippocampe, crucial pour la formation de souvenirs contextuels, s'atrophie sous stress chronique. Cela signifie que la captive perd littéralement la capacité de maintenir une narration cohérente de sa vie antérieure. Les souvenirs se fragmentent, deviennent inaccessibles, donnent l'impression d'appartenir à une autre personne. L'amygdale, le centre du traitement de la peur, hypertrophie, devenant hyperactive et hypersensible. Cela crée un état d'alerte constant où tout stimulus peut déclencher une réponse de panique. Le cortex préfrontal, responsable du raisonnement exécutif et de la régulation émotionnelle, montre une activité réduite, compromettant la capacité de prendre des décisions rationnelles et de contrôler les impulsions émotionnelles. Ce ne sont pas des changements métaphoriques ou psychologiques au sens abstrait. Ce sont des altérations physiques, mesurables, de la structure et de la fonction du cerveau. Une personne qui a été soumise à ce type de traumatisme prolongé n'est pas simplement quelqu'un avec de mauvais souvenirs. C'est quelqu'un dont le cerveau a été physiquement remodelé par l'expérience. Et ce cerveau remodelé perçoit le monde différemment, traite l'information différemment, prend des décisions différemment d'un cerveau qui n'a pas été traumatisé. Les guerriers ne connaissaient pas l'hippocampe ou l'amygdale, mais ils savaient qu'après un certain temps, après une certaine quantité et qualité de traumatisme, la captive changeait. Elle devenait plus docile, plus prévisible, plus intégrée au système qui l'opprimait. La langue jouait un rôle crucial dans cette transformation. Obliger la captive à apprendre et à utiliser la langue de ses ravisseurs n'était pas simplement une question pratique de communication. C'était une attaque directe contre sa capacité à maintenir son identité originelle. La langue n'est pas seulement un moyen d'expression. C'est la structure même de la pensée. Lorsqu'une personne perd sa langue maternelle, elle perd l'accès aux catégories mentales, aux façons de penser, aux nuances émotionnelles que cette langue permet. Et lorsqu'elle adopte une nouvelle langue, surtout sous la contrainte, cette nouvelle langue est chargée des structures de pouvoir, des hiérarchies sociales, des valeurs culturelles de ceux qui l'imposent. Parler la langue de l'oppresseur signifiait penser de plus en plus comme l'oppresseur, voir le monde à travers les catégories mentales de l'oppresseur. Les noms fonctionnaient de manière similaire. Déposséder la captive de son nom d'origine et lui en imposer un nouveau était un acte d'anéantissement symbolique. Le nom est l'un des ancrages les plus fondamentaux de l'identité personnelle. Lorsqu'on t'appelle par ton nom, cela reconnaît et affirme ton existence en tant qu'individu particulier avec une histoire et une continuité. Lorsque ce nom disparaît, lorsque tu deviens un numéro, un rôle, un nom imposé, quelque chose de fondamental se perd. La personne que tu étais, avec ce nom, commence à se sentir comme un fantôme, comme quelque chose qui n'a peut-être jamais été réel. La religion et le rituel servaient également d'outils de contrôle psychologique. Convertir la captive à la religion de son ravisseur, l'obliger à participer à des rituels religieux de la culture conquérante, n'était pas seulement une imposition culturelle. C'était une manière de réécrire la carte morale et métaphysique de la personne. La religion fournit des réponses aux questions fondamentales. Qu'est-ce qui est réel?
Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui a du sens? Comment doit-on vivre une vie? Changer la religion d'une personne, c'est changer son cadre de référence pour comprendre la réalité. Et lorsque cette conversion se fait sous la contrainte, lorsque la participation à de nouveaux rituels est obligatoire, le résultat est une forme de colonisation intérieure où même les espaces les plus intimes de sens et de valeur sont occupés par la vision du monde de l'oppresseur. Mais peut-être que l'aspect le plus insidieux de ce système de contrôle était sa capacité à faire de la captive une perpétratrice. Lorsqu'arrivaient enfin de nouvelles captives, les femmes qui avaient passé le plus de temps dans le système étaient souvent chargées d'initier les nouvelles arrivantes. Non pas parce que les guerriers étaient compatissants et souhaitaient que les femmes accomplissent cette tâche, mais parce que forcer les vétéranes à perpétuer le système contre les nouvelles servait plusieurs objectifs. Premièrement, cela créait une couche supplémentaire de dissonance cognitive. Il est difficile de maintenir l'image de soi en tant que victime innocente lorsqu'on active la victimisation d'autrui. Deuxièmement, cela engendrait une complicité. Une fois que vous avez participé à l'oppression des autres, votre échappatoire psychologique se réduit. Admettre que le système est injuste, c'est reconnaître sa propre culpabilité. Troisièmement, cela fragmentait toute possibilité de solidarité entre les captives. Il est difficile de faire confiance à quelqu'un qui vous a initié à votre propre traumatisme. Ce cycle, où les victimes deviennent des perpétratrices qui créent de nouvelles victimes qui finissent par devenir des perpétratrices, est peut-être la forme de contrôle social la plus parfaite qui existe. Il ne nécessite plus la présence des oppresseurs originaux. Le système s'auto-entretient, se reproduit et se perpétue à travers les générations. Les chaînes deviennent invisibles car elles sont internalisées. L'oppression devient une tradition. Le traumatisme devient une culture. Et c'est ici que l'analyse doit devenir inconfortable, où elle doit pointer vers des territoires que vous préféreriez ne pas explorer. Parce que même si nous avons parlé de guerriers anciens et de captifs historiques, les mécanismes que nous avons disséqués n'ont pas disparu. Ils opèrent maintenant de manière plus subtile, mais structurellement identique. Dans des familles où la peur calibrée maintient tout le monde en ligne. Dans des relations où l'affection intermittente crée une dépendance. Dans des sociétés où la menace constante d'exclusion sociale maintient le conformisme. Dans des économies où la précarité perpétuelle génère la soumission. Les détails changent, les principes restent. Chaque fois que vous voyez quelqu'un défendre passionnément un système qui le nuit clairement, vous voyez le résultat réussi de ce type de contrôle psychologique. Chaque fois que vous observez comment les gens se font une concurrence féroce pour des miettes, tout en ignorant ceux qui accumulent le festin complet, vous voyez la hiérarchie des privilèges en action. Chaque fois que vous remarquez comment les opprimés se surveillent mutuellement avec plus de zèle que n'importe quelle autorité extérieure pourrait le faire, vous voyez la perpétuation intergénérationnelle du traumatisme transformé en norme sociale. La question que cela soulève, celle que vous devriez vous poser en ce moment même, est dans quelle mesure votre propre esprit a été colonisé par des systèmes de contrôle que vous ne reconnaissez même pas comme tels. Combien de ce que vous appelez vos valeurs sont en réalité des valeurs qui vous ont été implantées par des versions subtiles des mêmes mécanismes que ceux que les guerriers utilisaient avec leurs captives? Combien de vos décisions quotidiennes sont motivées par une peur calibrée, par la recherche d'approbation intermittente, par la compétition au sein de hiérarchies que vous n'avez jamais choisies, mais que vous avez tellement internalisées que vous ne pouvez plus les voir? Car le contrôle parfait n'est pas celui qui nécessite des gardes et des murs. C'est celui qui a construit des murs à l'intérieur de ton esprit, qui a installé des gardes dans ta voix intérieure, qui a fait en sorte que les chaînes ressemblent à des préférences personnelles. Et lorsque le contrôle est si complètement internalisé, lorsque la cage est suffisamment subtile, tu ne sais même pas que tu devrais chercher la sortie. Tu sais simplement que quelque chose ne va pas, que quelque chose manque, mais tu ne peux pas articuler ce que c'est, parce que le langage lui-même que tu utiliserais pour le nommer fait partie du système qui te contrôle. Les guerriers qui capturèrent des femmes il y a 1000 ans sont morts. Mais les schémas qu'ils ont découverts, les principes psychologiques qu'ils ont exploités, ceux-ci sont toujours vivants. Ils ont été affinés, diversifiés, adaptés à de nouveaux contextes. Ils n'ont plus besoin de violence physique explicite, car la violence psychologique subtile est plus efficace et moins visible. Ils n'ont plus besoin de captivité littérale, car ils ont trouvé des formes de captivité permettant aux personnes de se déplacer librement tout en restant entièrement contrôlées. Et la preuve de l'efficacité de ces systèmes
est la suivante. Lorsque l'on vous signale quelque chose, lorsque l'on vous montre les mécanismes spécifiques par lesquels votre comportement a été façonné, votre première réaction n'est pas la gratitude pour cette révélation. C'est de la défensive. C'est de la rationalisation. C'est trouver des raisons pour lesquelles votre situation est différente, pour lesquelles vous êtes l'exception, pour lesquelles les chaînes que d'autres voient en vous sont en réalité des choix libres. Exactement comme les captives qui, après des années de captivité, défendaient leurs ravisseurs et rationalisaient leur propre soumission. Alors, la question finale n'est pas de savoir si ces mécanismes de contrôle psychologique existent. L'histoire et la neuroscience ont confirmé qu'ils existent non seulement, mais qu'ils sont dévastateurement efficaces. La question est de savoir si tu as le courage d'examiner honnêtement ta propre vie à la recherche de leurs manifestations. Si tu peux reconnaître les moments où la peur calibrée a guidé tes décisions. Si tu peux identifier les hiérarchies dans lesquelles tu compètes sans les remettre en question. Si tu peux voir les façons dont tu as été transformé en gardien de ta propre prison. Et si, après cette reconnaissance, après avoir enfin vu les barreaux, tu choisiras de continuer à faire semblant qu'ils n'existent pas, ou si tu trouveras la force d'au moins essayer de chercher la clé. Sachant, bien sûr, que peut-être la clé n'a jamais existé, que peut-être la porte a toujours été ouverte, et que la seule chose qui te retenait à l'intérieur était la peur qu'on t'a appris à ressentir face à la possibilité de sortir.